Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Faire Face, dans votre émission citoyenne sur Handicap Entertainment Studio, là où les silences sont brisés, où les vécus comptent et où les voix sont trop souvent ignorées, prennent toute leur place. Aujourd'hui, nous ouvrons un double volet essentiel. D'un côté, les droits constitutionnels des personnes en situation de handicap dans la nouvelle constitution en République de Guinée. De l'autre, une réalité bien trop reconnue, celle des handicaps invisibles et leurs douleurs silencieuses au quotidien. Comme disait Nelson Mandela, priver des personnes de leurs droits humains revient à remettre en question leur humanité même. Alors, commençons par ce qui devrait être la base de toute société, les droits et le droit et la reconnaissance. J'ai le plaisir d'être accompagné ce soir de Omar Ashkan Valid Dramé, Jun Konsal, et certainement avec notre invité ce soir qui va nous aider à décrypter ce sujet, Abdoulaye Chérif Barry. Chers internautes, n'hésitez pas, vous pouvez, chers internautes, réagissez en commentaire si tout va bien, continuez de nous suivre et partager. Et merci pour votre confiance et votre soutien. On vous revient juste après ce jingle. Vous êtes sur Handicap Entertainment Studio. Dans la vie, les défis mettent notre résilience à l'épreuve. Mais face à l'adversité, ce n'est pas seulement une question de survie. C'est une opportunité d'évoluer. Chaque obstacle rencontré devient une chance d'apprendre, de grandir et de briller. Même dans les moments les plus sombres, il existe encore une lueur d'espoir. Cette lumière intérieure qui nous pousse à nous lever, à avancer, à oser. C'est oser rêver, oser agir, oser. Une voix qui ne s'éteindra jamais. Faire face. Parce que le courage et la détermination mènent toujours à la lumière. Faire face. Votre boussole d'espoir face aux tempêtes de la vie. Face. C'est l'émission qui inspire, élève et célèbre la différence. Chaque week-end, défendons les droits, célébrons l'acceptation de soi et propageons l'inclusion. Face. Voir le monde autrement, oser le changement et devenir la voix qui fait bouger les choses. Rejoignez-nous et ensemble soyons la voix du changement. Bonsoir Omar Ashkan Valid Dramé. Oui, bonsoir Barry, bonsoir à tout le monde et bonsoir à notre invité du jour. Bonsoir à Jun Konsal. Bonsoir Barry, bonsoir à nos millions de téléspectateurs, bonsoir à notre cher invité. Bonsoir à M. Abdoulaye Chérif Barry. Il n'y a pas de retour du côté de notre invité ce soir. Et certainement, il y a un problème technique chez lui. OK. Bonsoir, Chérif. OK, toujours. OK, actualité oblige, nous allons essayer démarrer cette émission avec l'actualité. Certainement, nous allons parler aussi de Almami Doumbouya, qui a eu la chance d'être accepté ou d'être offert la bourse d'études complète du côté de l'université de Nongo avec la complice d'une ONG qu'on appelait Main tendue pour tous, dont la présidente est Joëlle Fadidja. Ça, là, il faut aller voir. Qu'est-ce que tu penses sur ce geste du fondateur de l'université Nongo et de cette ONG? Merci Barry. Encore une fois, merci à nos millions de téléspectateurs qui nous suivent. C'est un geste hautement salutaire, humanitaire, que nous saluons vraiment de passage parce que le fait
d'octroyer une bourse d'études au jeune Almami Doumbouya. Je pense que c'est quelque chose qui peut être réconfortant pour lui parce que, vous savez, dans les situations dans lesquelles les personnes en situation de handicap mènent leur vie scolaire et universitaire en République de Guinée. Donc, que la fondation de l'UNC, n'est-ce pas, vole au secours aux jeunes Doumbouya, je pense que c'est quelque chose quand même, on ne va pas dire que c'est un geste qui ne se produit qu'une fois dans le siècle à Conakry, mais c'est tout comme, tellement que c'est vraiment quelque chose que nous avons salué. Vous avez vu sur la toile, les gens se sont exprimés là-dessus, comme pour dire, vraiment, c'est quelque chose, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Il faut que tout le monde accepte d'avoir un tel cœur, que tous ceux qui ont les possibilités d'accompagner ce genre de personnes-là font des gestes. C'est en cela aussi qu'on reconnaît quelque part l'importance d'avoir, n'est-ce pas, de la fortune. Mais si on a de la richesse que pour soi, que pour sa famille, on ne vole pas au secours aux nécessités, je pense que quelque part, ça n'a pas de sens. Donc, moi, je salue ces gestes et je remercie la fondation, n'est-ce pas, de cette université. Et on espère que ce sont des gestes qui vont se multiplier un peu partout à travers le pays. On espère que c'est des gestes qui peuvent se multiplier et, comme tu l'as si bien dit, c'est un geste très fort et je crois bien le fondateur a donné sens de pourquoi il a même créé l'université, parce que c'est pas seulement pour de l'argent, mais être humain aussi, ça fait partie de ses objectifs. Oumar Ashkan Validramé, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur l'actualité qui passe sur les réseaux sociaux? Oui, bon, je pense que vous avez tout dit, Sal et toi. Par contre, moi, je veux ajouter ceci. Je veux remercier d'abord le monsieur, comme tu l'as dit, il a montré que être humain aussi, c'est possible dans un pays où ceux qui sont censés réellement apporter l'aide ne sont pas vraiment ceux qui le font. Donc, c'est un acte à remercier et surtout à féliciter. Mais moi, je souhaite vraiment interpeller les cadres dans le domaine social, du département de l'action sociale généralement, qui n'ont jamais posé ce genre d'acte. Pourtant, normalement, ce serait un acte qui aurait permis de vraiment mettre aussi de la lumière sur cette direction ou sur ce ministère. Je pense qu'il faut aussi essayer de faire comme ce que le monsieur ou cette fondation a fait, mettre un peu aussi de la lumière ou aider, apporter un soutien aux personnes comme Doumbouya. Et j'espère seulement que beaucoup d'autres personnes pourront suivre et aider Doumbouya pour ne pas que cette bourse aussi soit en quelque sorte un fardeau pour lui, parce que il faudrait beaucoup l'aider pour qu'il puisse non seulement s'adapter, parce que la phase d'adaptation va venir forcément, et il faudrait l'aider pour qu'il puisse poursuivre ses études dans des conditions les plus favorables, sans se soucier réellement de certaines difficultés qui pourraient vraiment le détourner de cet objectif. Évidemment, hein, c'est bien fait que tu le signales, mais c'est quelque chose que nous signalons ici chaque jour. C'est le rôle des associations, des handicaps et des ONG d'interpeller ou bien de montrer à d'autres personnes que nous sommes en besoin, nous avons quelqu'un qui est en besoin de tel ou de tel. C'est à eux d'accepter ou bien de rejeter. Ici, c'est le simple fait que cette ONG a proposé à l'université et voici ce que ça a donné. Vous voyez, parce que si ils n'avaient pas, peut-être cette ONG n'avait pas proposé cela, peut-être Almami n'aurait pas eu la chance. Et quelque part, dans l'interview de Almami, où il disait que depuis l'année passée, il voulait tellement venir à l'UNC pour
étudier. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est son rêve qui se réalise. Donc, tout ce que nous pouvons souhaiter à Almami, c'est bonne chance. Il y a un autre porteur d'handicap malvoyant aussi, hein, Abdoulaye aussi, lui aussi, il vient de décrocher son handicap. Il a perdu la vue presque depuis quand il a... Baccalauréat, voulait dire. Hmm? Son baccalauréat voulait dire. Oui. Il a décroché son handicap, donc... Ok, c'est vrai. Il a eu son handicap. Merci pour cette attention. Il a eu son handicap quand il avait... Oui, son handicap quand il avait 12 ans, depuis qu'il était en Côte d'Ivoire. Après, il est rentré en République de Guinée. Et il a eu un temps où il ne pouvait pas étudier, donc il a fallu qu'il parte d'abord à la Cité de Solidarité, Centre Soguier, pour apprendre le braille et tout, pour pouvoir continuer ses études. Mais avec le courage, et il a même mentionné un ami qui lui a beaucoup encouragé d'étudier. Aujourd'hui, il a décroché son bac. Vous voyez, mais dans ses cris de cœur, c'est comment étudier. Il y a un problème de braille, d'équipement. Il y a un problème d'équipement pour les aveugles, les malvoyants, pour étudier en République de Guinée. Donc, il se demande, et le lycée dans lequel il a fait le bac, c'était dans son quartier. Il se demande où est-ce qu'ils vont l'envoyer. Il y a un problème de déplacement carrément pour lui. Vous voyez, donc c'est des choses comme ça que les ONG, les associations doivent prendre la main pour aller consulter, même si c'est le ministère ou bien d'autres personnes qui peuvent peut-être venir à ces gens comme lui et la chance au secours pour voir s'ils peuvent continuer les études sans problème. Sinon, ça serait très compliqué. Ça, si vous permettez, moi, je voulais juste ajouter rapidement là un point. C'est parce que vous savez, c'est bien, dans toutes nos émissions, presque nous en parlons, c'est bien de crier au respect, n'est-ce pas, des droits des personnes en situation de handicap, de leur voler au secours. Tout ça, c'est très important. Mais quelque part, ce qu'on a assisté, en tout cas concernant le cas du jeune Almami, et il est aussi important, n'est-ce pas, de lui rappeler quelque chose. C'est-à-dire, lui, en tant que bénéficiaire de cette bourse, c'est ce que nous ne mettons pas en cause, n'est-ce pas, sa résilience, sa détermination, son courage. Déjà, il en a fait preuve, nous avons vu, mais c'est très important de rappeler et de l'inviter surtout à redoubler, n'est-ce pas, cette détermination, ce courage, n'est-ce pas, qu'il avait jusque-là, de ne pas se dire, en fait, tout est acquis maintenant, je suis à l'université. Maintenant que le combat commence, hein? Voilà, c'est maintenant, parce que c'est... Avec le système LM2. Avec cette bourse, il doit se dire, c'est là un défi, c'est un challenge, n'est-ce pas, qu'il doit vraiment relever avec honneur et voilà, briller pour montrer vraiment qu'il méritait cette bourse-là. Et surtout, ça pourra aussi encourager le même fondateur ou bien le fondateur de d'autres universités à donner des bourses à certaines personnes en situation de handicap pour leur faciliter leurs études. Nous allons revenir avec... merci Oumar, merci Sal pour ces belles analyses de l'actualité. Monsieur Abdoulaye Cherif Barry, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Barry. Ok, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le sujet de la question qu'on pose sur la Constitution. Et avant de parler de parler du sujet ou de débuter, veuillez vous présenter à nos millions d'internautes, s'il vous plaît. Qui est monsieur Abdoulaye Cherif, à part il est formaté, c'est un juriste de formation, donc à part cela, qui est M. Abdoulaye Barry Cherif? Ok, merci de m'avoir choisi comme invité de ce jour. Okay. Je réponds au nom de Abdoulaye Cherif Barry, fruit de l'université guinéenne. Pour l'instant, je suis diplômé en master droit privé fondamental de l'université générale Lansana Conté. En même temps, je suis enseignant dans des universités privées, bien entendu, et je suis assistant dans des cabinets
d'avocat, et plus particulièrement dans un cabinet à Koya. Et voilà. En plus, je suis aussi actif dans le milieu social. En ce qui concerne des ONG, je suis vice-président de l'ONG comme Même Droit pour tous. Hein. Pas Même Droit pour tous, il y a une autre ONG qui vient d'être créée là. On m'a proposé d'être vice-président. C'est Action pour la promotion et la protection des droits humains, dont le président est actuellement en Belgique. Oui. En plus, je suis amateur du football, donc c'est un peu ça, en ce qui concerne ma présentation. C'est un peu ça. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Chérif Barry. Et c'est très bien. Donc, aujourd'hui, notre premier sujet, nous allons parler avec Monsieur Abdoulaye Chérif Barry, c'est sur la Constitution, quel droit et quelle place pour les personnes handicapées en situation de handicap. Un projet de constitution, c'est bien plus qu'un texte de loi, et c'est une vision d'un pays, une promesse pour l'avenir, mais cette promesse inclut-elle vraiment les personnes en situation de handicap? C'est cette question et d'autres questions que M. Abdoulaye va nous aider à répondre, à décortiquer avec les co-animateurs. Donc, d'abord, la toute première question que je vais vous poser, M. Abdoulaye, avant de donner la parole à Omar et Junkounsal, c'est celle qui dit, mais est-il juste mais c'est une promesse inclut-elle les personnes en situation de handicap aujourd'hui sur la nouvelle constitution? Est-ce que c'est inclus dedans? Et si oui, et comment est-ce que vous voyez si ces textes qui sont inclus dedans pour l'avenir de ces personnes en situation de handicap? Bien entendu, j'ai eu à parcourir un peu le projet de constitution de la République de Guinée. Mais ce qui m'a un peu marqué, c'est le préambule. C'est le préambule qui m'a beaucoup marqué, pardon. En ce qui concerne le préambule, vous pouvez retenir avec moi la constitution guinéenne, le projet de constitution réaffirme son adhésion aux valeurs, réaffirme son adhésion aux libertés et droits fondamentaux, tant prévus par les textes internationaux que des textes nationaux. Et si nous prenons le même préambule, il y a bien entendu il y a les déclarations universelles des droits de l'homme qui sont ratifiées par la République de Guinée. Il y a la charte africaine des droits des citoyens et des peuples. Il y a aussi la charte de la CEDEAO. Il y a bien entendu la convention relative aux droits des personnes handicapées qui est aussi ratifiée par la République de Guinée. Donc, mais là, dans ce projet-là, le préambule réaffirme son adhésion à ces textes de valeur internationale. Donc ça, c'est pour vous dire que vraiment, c'est une bonne chose. Parce que si vous prenez la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, qui contient en son sein 50 dispositions, cette convention prévoit la protection d'une manière générale de toutes les personnes en situation de handicap. Ça promouvoit les valeurs de ces personnes. Ça promouvoit à ce que ces personnes ne soient pas oubliées dans la société. Leur santé, leur mobilité, le droit de mobilité, bien entendu. Donc, tout ce qui va, tout ce qui va, c'est prévu. Donc, c'est pour vous dire que dans le préambule, ça m'a beaucoup marqué, parce que la Guinée réaffirme son adhésion à ces droits.
Il n'y a pas de souci. Donc, en résumé, c'est bien vrai qu'il y a l'inclusion carrément dans cette nouvelle proposition de constitution qui concerne les personnes en situation de handicap. Nous allons donner la chance à Sal de vous poser sa toute première question. D'accord, monsieur Abdoulaye Berry, on sait que la Guinée a toujours eu de bons textes en matière des lois, des constitutions et tout ce qui va dans le cadre des lois. Et en tant que juriste, quelle analyse faites-vous? Quel est votre regard, n'est-ce pas, sur les textes qui parlent de droits des personnes en situation de handicap et l'applicabilité de ces textes-là en République de Guinée aujourd'hui? Là, je vais vous dire que en ce qui concerne l'application, c'est autre chose. Mais comme vous l'avez si bien dit, nous disposons des meilleurs textes en ce sens que la Guinée déjà ne produit pas de textes. La Guinée, c'est le copier-coller de la France, des textes français. Donc, en ce qui concerne les textes, nous avons des bons textes qui prévoient les droits des personnes en situation de handicap. Mais ce qui pose un peu le problème, c'est, ou bien on peut même dire ce qui pose le grand problème, c'est l'application. C'est l'application de ces textes. L'application de ces textes dépend de l'exécutif. C'est l'exécutif qui veille à l'application des lois. Le pouvoir législatif a pour rôle de voter les lois, contrôler l'action gouvernementale. Mais en ce qui concerne l'application de ces textes, c'est le pouvoir exécutif. Donc, tout sera résumé à la volonté politique. S'il y a une bonne volonté politique, bien entendu, ces textes quand même qui sont bien, qui protègent les personnes en situation de handicap, c'est une fois qu'il y a une volonté politique en place, je pense qu'il y aura une grande amélioration comparée aux années précédentes. Mais est-ce que vous pensez qu'en tant que juriste, comme je le disais tantôt, est-ce que vous pensez que ces textes-là aujourd'hui sont réellement appliqués sur le terrain aujourd'hui en ce qui concerne les personnes en situation de handicap? Bon, pour le moment, nous sommes en train de parler d'un projet de constitution. Ce n'est pas encore validé. Parce que quand on dit projet, quand on parle de projet... Mais ma question remonte même un peu en arrière parce que depuis toujours, on a eu ce genre de texte-là. Donc, bien avant le projet, vous voulez bien avant le projet? Bon, vous le savez, en tout cas pour ceux qui suivent l'actualité de la République de Guinée, vous le savez autant que moi, même d'abord les droits des personnes ordinaires, il y a un petit souci là-dessus. Donc, il y a les disparitions. Vous-même, vous le constatez. Il y a des droits qui sont bafoués, le droit d'aller et revenir. Donc, là, je peux dire quand même de 2010, de l'avènement du pouvoir de Alpha Condé en 2010, il y a eu quand même une amélioration comparé aux années passées. Parce que l'avènement du professeur Alpha Condé en 2010 au pouvoir, il a quand même réussi à mettre en place des structures. Et les ONG aussi ont zailli un peu partout, de gauche à droite, qui protègent les valeurs ou des droits des personnes en situation de handicap. Donc, il y avait aussi des dons. Il y avait beaucoup de dons par rapport en ce qui concerne les personnes en situation de handicap. Il y avait des dons. Et il y avait des protections. Il y avait des protections. Mais rien n'est rose, on ne peut pas le dire, parce qu'on espère mieux. On a des bons textes qui sont là. Je crois que ça, monsieur le shérif, ce que ça veut dire, il est convaincu, c'est cette nouvelle constitution, c'est une proposition de nouvelle constitution, mais ce qu'il veut ici dire, même dans l'ancienne constitution, par exemple, si nous prenons l'article 7 qui parle d'égalité, ça existait dedans, mais le grand problème, c'est que l'applicabilité dans les faits, dans l'administration, dans notre société, c'est carrément impossible et c'est pas vu. C'est pas ces articles qui sont dans cette nouvelle proposition de constitution et c'est pas nouveau, complètement nouveau aux Guinéens.
au fait. Par exemple, si nous revenons un peu au temps de feu général Lansana Conté, Mariam le mentionne souvent qu'il y avait la loi qui protégeait les personnes en situation de handicap. Après les études, ils devraient directement être pris à la fonction publique. Mais nous ne sommes pas sans savoir que depuis au temps de Conté, jusqu'aujourd'hui, il y a des handicapés qui ont été diplômés au temps de Conté. Jusqu'au-là où nous parlons, ils ne sont jamais rentrés à la fonction publique. Et pourtant, cette loi-là, ça ne les protège pas. Maintenant, la question de ça, c'est pourquoi cela? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela soit effectivement respecté à la lettre? Je crois que c'est ça de savoir. Pourquoi c'est là? Je me dirais que c'est un manque de volonté politique. Okay. C'est un manque de volonté politique de la part de ceux qui nous gouvernent. Sinon, en réalité, comme vous l'avez si bien dit, toutes les constitutions qu'a connu la République de Guinée ratifie les textes internationaux qui protègent les droits fondamentaux des citoyens. Vous comprenez toutes ces constitutions. Maintenant, la problématique, c'est au niveau de l'application. Au niveau de l'application, ça cause problème. Oumar le sait. Nous sommes diplômés d'une université privée, ensemble, en licence. Mais au sein de l'université, il n'y a pas de mesures qui assistent les personnes en situation de handicap de rejoindre les différentes salles qui se trouvent sous l'immeuble, à l'étage. Vous comprenez? Des fois, j'avais de la peine pour certains de nos amis qui étaient en situation de handicap. L'État doit, non seulement à partir de là, imposer à ceux qui sont dans les différentes universités, publiques que privées, qu'il y ait un passage pour des personnes en situation de handicap. Mais Oumar Moussé, il est témoin, il a vécu les faits. Il montait, des fois c'est au 5e on faisait les cours. Il montait du début au 5e. Là, c'est un manque de volonté. Et si vous, comme vous l'avez si bien dit, on a des bons textes, mais la volonté politique doit primer. La volonté politique, nous appelons l'État à ce qu'il s'intéresse à ces sujets-là. Parce que ce sont des personnes aussi comme nous. Et si nous prenons même la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça fait cas de toute personne. Et quand on dit toute personne, que ce soit une personne ordinaire ou une personne en situation de handicap, la Déclaration universelle ne différencie pas. Nous sommes tous égaux, nous avons les mêmes droits, nous avons les mêmes devoirs. En ce qui concerne l'accès à la fonction publique, je pense que ça ne devrait pas causer un problème. La fonction publique, si la compétence est là, pourquoi pas recruter des personnes en situation d'handicap? Il y a des postes qui leur conviennent aussi. Ils peuvent valablement occuper ces postes. Ils peuvent aussi donner. Nous allons évoluer un peu plus vite que ça. Allons-y avec Oumar Ashkan Valid Dramé. Vas-y. D'accord. Merci beaucoup, Bargui. Et merci, Abdoulaye Chérif, pour ton témoignage. Comme tu l'as dit au début, tu as eu à, je pense, parcourir un peu cet avant-projet de constitution. Moi, il y a l'article 7 surtout qui m'interpelle. Notamment cet article, on sait tous que, pour tous ceux qui l'ont lu, on sait qu'il interdit carrément toute forme de discrimination, notamment vis-à-vis des personnes handicapées physiques ou mentales. Dites-moi, quelle est votre vision aujourd'hui par rapport à cet article et surtout, est-ce que vous avez une connaissance aujourd'hui de l'existence de mécanismes qui permettraient vraiment de stopper ce genre de discrimination dont sont victimes à longueur de journée les personnes handicapées en République de Guinée? Voilà, merci Oumar Dramé pour cette question. À ce niveau, je dirais que nous devons veiller à notre arsenal pénal. L'arsenal, quand je dis un arsenal pénal, je parle du code pénal. Le code pénal, c'est qu'il faut qu'on arrive à insérer ces infractions et qu'on arrive à former les procureurs par rapport à ça pour leur dire que désormais, toute personne en situation de handicap qui est victime d'une discrimination, désormais d'engager l'action publique, action publique pour mettre main sur la personne qui est l'auteur des faits. Donc là, il faut qu'on veille à ce que ceux qui
favorisent la discrimination ou ceux qui font la discrimination soient sanctionnés. Quand ces personnes-là sont sanctionnées, je pense qu'à l'avenir, ça va, comme c'est le but de la peine, ça servira de leçon à d'autres personnes. Donc, ça, c'est sous la sanction en ce qui concerne, bien entendu, pour minimiser la discrimination, il faut qu'il y ait des sanctions efficaces. D'accord. Moi, il y a dans cet article surtout un passage que j'aimerais bien savoir ton avis de juriste par rapport à ce passage, notamment la notion d'état physique ou mental. Est-ce que, en gros, ce contexte-là s'applique aux personnes handicapées invisibles, c'est-à-dire des personnes qui souffrent d'handicap invisible? Je sais que mental, ça veut dire que, mais en quelque sorte, il y a des handicapés tels que des gens qui sont en phase de dépression, qui souvent on ne voit pas, mais qu'est-ce que tu penses de ce petit passage-là? Bon, ce passage-là, quand on dit physique ou mental, comme vous l'avez si bien dit, physique, c'est tout ce qui est apparent, c'est tout ce qu'on peut voir. L'handicap est déjà constaté sur la personne. Mais il y a de ces handicapés aussi, on ne peut pas bien entendu, directement voir la personne et dire que la personne est handicapée. Donc, c'est par exemple les personnes comment même les appeler, les sous-mains comme ça. Chroniques, par exemple. Voilà, les douleurs chroniques comme ça, bien entendu. Donc, ces personnes-là aussi, comment même dire, on fait cas des personnes. C'est dans quel cadre on peut leur situer? C'est physique ou bien c'est mental ou bien est-ce qu'ils devraient apporter un autre cadre sur ça? Bon, moi, à mon avis, le législateur devrait être beaucoup plus explicite à ce niveau. Le législateur devrait être beaucoup plus explicite parce que tout n'est pas rose dans la Constitution, dans le projet. Il devrait être beaucoup plus explicite. Donc, à ce niveau, ce qu'on peut comprendre physiquement, c'est ce que je viens de vous dire. Et quand on dit mentalement, c'est tout ce qui n'est pas apparent. On ne peut pas directement savoir sur la personne qu'elle est handicapée. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ce qu'on doit retenir sur la dessus. Mais quand on dit mental, c'est que ça renvoie même aux personnes en situation de démence. Oui. En situation de démence. Oui. Vous comprenez? Des personnes qui ont des facultés mentales qui sont altérées. Évidemment. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Ça devrait être beaucoup plus explicite. Merci, Chérif. Merci encore une fois. Et nous allons évoluer un peu plus vite que ça. Et comme nous sommes dans cette phase de vulgarisation, comme ils le disent, et de cette nouvelle proposition de constitution, est-ce que monsieur Barry, quels sont les droits explicitement reconnus aux personnes handicapées dans ce projet de constitution? Parce que nous continuons de parler de façon grosse, est-ce qu'il y a les droits qui sont exactement, des articles qui sont exactement, qui parlent ou bien qui sont prévus pour ces personnes en situation de handicap? Oui, bien entendu. Je vous Par exemple, rappelé... Omar vient de signaler et également moi sur l'article 7, par exemple. Oui, je vous ai tantôt signalé le préambule. D'abord, le préambule adhère à la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap. Donc, toutes les dispositions qui sont prévues dans la Convention-là, en réalité, sont reconnues par le projet de Constitution de la République de Guinée. Vous comprenez? Ça, c'est le premier facteur qu'il faut retenir d'abord. Et ensuite, l'article 7 parle de l'égalité de tout le monde, sans discrimination à raison de la faculté mentale ou de la situation physique de la personne. Ça, c'est l'article 7 qui le dit. C'est ce qui veut dire que nous sommes tous égaux. Devant la loi, en tout cas, en République de Guinée, les citoyens sont tous égaux. Donc, c'est ce que l'article 7 veut nous faire comprendre. Le principe d'égalité. Donc, ensuite, il y a l'article, bien entendu, je crois bien l'article 27, ce n'est pas le projet ici en place, le projet se trouve dans le téléphone même. Donc, il y a l'article 27 aussi. Je peux lire un peu sur ça, vous allez expliquer si vous voulez. Vous pouvez lire. L'article 27 engage l'État à protéger les personnes vulnérables, notamment les personnes handicapées, à leur garantir
une vie digne et leur inclusion dans tous les domaines. Voilà, donc vous avez vu cette disposition aussi. C'est une disposition très claire qui amène à ce que l'État s'investisse pour la garantie et la protection des personnes en situation de handicap. Là, c'est la responsabilité de l'État qui est engagée à cette disposition. Vous comprenez? Si vous avez des droits, bien entendu, c'est prévu. Mais cette disposition-là renvoie la responsabilité à l'État de s'impliquer pour que vos droits soient les droits des personnes en situation d'handicap soient effectifs. Et maintenant, l'article-là, je crois, nous envoie un peu sur la question de précision avec la question de salle. Si ça engage l'État et maintenant l'État s'en fout de l'applicabilité de cette loi, quel est le rôle du citoyen? Bon, si nous prenons aussi le préambule de la Constitution dit que le citoyen peut, bien entendu, mais de façon légale, en cas de faille de l'État, se mobiliser, bien entendu, pour manifester. Donc, le droit de manifestation est prévu à ce niveau. En cas de faille, c'est-à-dire si l'État n'arrive pas à respecter une disposition qui est prévue dans la future Constitution, tous les citoyens, si vous prenez le préambule, c'est mentionné, tous les citoyens peuvent se lever, se donner les mêmes, mais dans les conditions légales, par les voies légales. Vous comprenez? Manifester pour que... Il n'y a pas de problème. Vous savez, ce qui me fatigue dans l'affaire de loi, la loi te garantit, mais après l'action, elle te garantit absolument rien. C'est ça le problème des lois. La loi te donne l'autorité de te manifester, mais elle te garantit rien après la manifestation. Si tu serais condamné ou emprisonné ou tabassé, on ne le sait pas. Donc, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Il n'y a pas de souci. C'est compliqué avec les lois, surtout en Afrique, parce qu'ils nous donnent carrément la liberté, l'indépendance de certaines choses. Mais quand on veut même jouer notre rôle en tant que citoyen, même si tu respectes carrément ce qui est prévu pour toi, les conséquences peuvent être amères parfois. C'est ça le problème. Ouais. Yeah. C'est ça. Et également, monsieur, il y a l'article 106 qui prévoit des lois spécifiques en faveur des personnes en situation de handicap, une obligation de mise en œuvre réelle par l'État. Ici, qu'est-ce qu'ils veulent dire ici de mise en réalité des œuvres de l'État? Vous reprenez la question, ça gratte ce que vous dites. Je dis, OK, il y a l'article 106 qui nous dit, qui prévoit des lois spécifiques en faveur des personnes handicapées, avec une obligation de mise en œuvre réelle par l'État. Ici, l'article là, comment vous pouvez expliquer ça à quelqu'un qui n'est pas juriste? Voilà, donc, vous savez, la Constitution, c'est une norme supérieure. Parmi les textes, c'est la norme supérieure, parmi les lois. Donc, mais elle ne prévoit pas tout. Elle ne peut pas tout prévoir. Elle prévoit des grandes lignes. C'est les grandes lignes qui sont prévues. Maintenant, en ce qui concerne l'organisation, en ce qui concerne l'approfondissement, il y a des lois organiques. Vous comprenez? C'est les lois organiques là qui viendront préciser comment ça doit fonctionner, comment ça doit être organisé, comment ça doit être appliqué. Oui. Donc, la disposition nous renvoie à cette situation. Oui. Okay. Donc, l'État va à l'avenir, pas l'État, mais l'Assemblée doit adopter des lois, bien entendu, qui seront aussi promulguées par le futur président pour son entrée en vigueur, pour sa rentrée en vigueur, pardon. Ensuite, quand c'est rentré en vigueur, maintenant, ça serait opposable à tout le monde. Ça serait opposable à tout le monde. Okay.
Il y a pas de Donc, il y souci. aura des lois organiques. Oui, et effectivement, c'est bien fait de signaler de la loi organique parce que je pense que c'est très important. Et la Constitution est au-dessus, ensuite la loi organique, ensuite la loi ordinaire, ensuite, je crois, c'est, comment on appelle ça? Vous appelez ça en droit? L'acte, hein? C'est l'acte, je crois. L'acte, ensuite le décret et autres. Mais ici, c'est important que cette loi organique soit très bien spécifiée. Est-ce que dans cette loi organique, quelque part, il peut mentionner en cas de faillite, où est-ce que tu peux, par exemple, aller te plaindre? Est-ce que c'est dans la loi organique que cela est expliqué ou bien c'est dans le code pénal? Voilà, c'est une très bonne question que vous posez. Donc, si vous prenez même l'article 106, l'article 106 exige à ce que les personnes en situation d'handicap soient représentées au niveau de l'Assemblée. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que quand il y a une personne en situation d'handicap qui représente ses amis en situation d'handicap, la personne là, vous m'entendez? Oui, allez-y. Donc, cette personne en situation d'handicap qui représentera Cette communauté handicap. Cette communauté, la personne là est en mesure quand même de dire les failles, ce qui ne va pas. Donc, la personne là sera comme l'avocat des personnes en situation de handicap. Donc, en tout ce qui concerne maintenant les lois organiques, la personne là va s'impliquer pour le projet. Vous comprenez? Elle va s'impliquer et tout se passera devant elle. Tout ce qu'il faut pour ce qui concerne la garantie, le respect, l'organisation et en cas de faille, comment sanctionner. Donc, ça peut être mentionné même dans la loi organique ou comme dans le code pénal. Vous comprenez? On peut dire par exemple dans la loi organique, il y a telle sanction en cas de discrimination à l'égard des personnes en situation de handicap. Il y a telle sanction. Même si c'est prévu par le code pénal. La loi dit à ce niveau, en cas de double sanction prévu par deux textes différents, c'est le texte spécial qui s'applique. Okay. Vous comprenez? C'est-à-dire si le code pénal réprimande la discrimination à l'égard des personnes en situation de handicap, et que maintenant il y a une loi spécifique, une loi spéciale aussi qui prévoit la répression de la discrimination à l'égard des personnes en situation de handicap, c'est le juge, dans tel cas, va appliquer la loi spéciale. Donc, c'est par rapport... Il n'y a pas de problème. Nous allons essayer de... Sal, il faut poser... Vas-y, Sal, avant qu'on prenne une pause. Monsieur Barry, tantôt, mon confrère, mon collègue Barry vous a parlé un peu sur, n'est-ce pas, le problème de respecter le droit des personnes en situation de handicap. Et vous a même par ailleurs demandé, après, si l'État qui est censé, n'est-ce pas, veiller à l'application stricte de ces lois-là, mais même si lui-même ne fait pas ce qu'il doit faire dans ce sens-là, il se soustrait, n'est-ce pas, de l'application de ces lois. Vous avez dit qu'on peut faire recours, n'est-ce pas, à la manifestation, par exemple. Mais lorsqu'on prend cette couche de personnes en situation de handicap, ce sont des gens vulnérables qui, quand même, on ne peut pas dire qu'elles ne peuvent pas manifester, mais c'est une option qui, si vous voulez... n'est pas trop valable pour eux. Voilà, ce n'est pas une option, en tout cas confortable pour elles. Est-ce que c'est le seul recours que la loi offre dans ce sens-là, pour obliger l'État, n'est-ce pas, à respecter ses engagements, à faire ce qu'il doit faire? Ok, je comprends maintenant votre question. À ce niveau, bon, quand on dit manifestation, pas seulement, il ne suffit pas d'aller sur le terrain. Il y a plusieurs formes de manifestation. Il y a plusieurs formes. Ça, il faut retenir ça. Il faut retenir cela avec moi. Donc, quand on dit manifestation, la manifestation peut être une marche, par exemple.
bien entendu. Mais comme vous l'avez bien signalé, il y a des personnes qui sont en situation de handicap qui ne peuvent pas recourir à cette forme de manifestation. Vous comprenez? Et en dehors de cette manifestation, on peut dénoncer à travers les médias, à travers les articles. Vous comprenez? On peut faire des courriers adressés aux différents consulats, par exemple, aux différentes ambassades. Les ambassades, on peut faire des courriers, attirer leur attention, attirer l'attention de la communauté internationale par rapport à la violation des droits des personnes en situation de handicap. Faire des courriers. Donc, par rapport comment dirais-je, au recours, là, ça doit être prévu expressement. S'il y a d'autres recours, ça doit être prévu expressement par la future loi organique qui sera bien entendu adoptée par l'Assemblée, la future Assemblée, parce que rien n'est d'abord mis en place. En tout cas, les institutions-là ne sont pas mises en place. Donc, la loi organique va prévoir s'il y a d'autres recours. Mais à mon sens, quand on dit manifestation, ce n'est pas seulement de faire la marche. Il y a même certains il y a la grève de faim, par exemple. La grève de faim. La grève de faim, ça, c'est aussi une autre option que je crois difficilement envisageable en République des Guinée. Étant donné que les personnes vivent de la ont déjà faim. Hein? Donc, s'ils ont faim et ils sont déjà en grève. La majeure partie des Guinéens sont déjà en grève. On n'a pas l'estomac d'un tel Gandhi. Et on se rappelle. C'est le problème de beaucoup de pays en Afrique. C'est ça le problème, en fait. Comme vous l'avez bien dit, on a des beaux textes, mais c'est l'application. Et ceux qui sont censés appliquer ces textes n'appliquent pas. Et s'ils n'appliquent pas, on ne peut pas résister face à l'État. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, c'est pour cela, moi, ce que je dis à chaque personne, c'est de prier le bon Dieu, d'avoir des bons dirigeants. Si on a des bons dirigeants, tant mieux. Dans plusieurs pays aujourd'hui, ça va très bien. Tout ce qu'on peut retenir, Barry, moi, ce que j'ai compris à travers l'analyse de notre invité, c'est-à-dire qu'on a une loi qui nous défend à la fois et nous expose même, nous inflige, en même temps qu'elle nous défend, elle nous inflige des tortures. Et parce que quand on va jusqu'à ce qu'on dit non, il faut prier. Ça, c'est le dernier recours. Oui, ça, c'est pour vous dire que, vous savez, la situation... Il n'y a rien qui vous garantit, même la loi ne vous garantit pas votre droit. Et ça, c'est déplorable. Ça, c'est la situation du pays, vous-même, vous le savez, ce qui se passe actuellement en Guinée, en ce qui concerne les droits fondamentaux des personnes. Et voilà, vous le savez, ce qui se passe. Je suis juriste. Je suis venu interpréter les textes, mais en ce qui concerne l'application, si je vous ai dit, ça dépend de l'exécutif. Et si l'exécutif est bon, si l'exécutif arrive à respecter, tant mieux. Mais s'il n'arrive pas à respecter, qu'est-ce qu'on peut? C'est le mal. Les yeux n'ont que les larmes pour compatir. Il n'y a pas de souci. Nous allons prendre une courte pause juste pour respirer et continuer notre émission. Ils ne se taisent pas, ils témoignent. Parce que le silence n'a jamais protégé personne. Ils ne reculent pas, ils affrontent. Parce que fuir, c'est laisser la peur gagner du terrain. Ils ne jouent pas un rôle, ils vivent la réalité. Et cette réalité, ils la racontent sans filtre, sans détour. Ils mettent des mots sur des douleurs, des vérités sur des injustices, des visages sur ce qu'on préfère ignorer. HES Handicap Entertainment Studio est ouvert à toute collaboration, partenariat, sponsor ou diffusion de vos publicités. Associez votre image à un média engagé, libre et porteur de vérité. Contact plus 224 618 28825, email handicapentertainment.studio@gmail.com et inbox possible sur toutes nos plateformes. Ils sont les voix de ceux qu'on n'entend pas. Ils sont les regards qu'on évite. Ils sont les vérités qu'on doit écouter. Ils sont les affronteurs. Faire face continue sur Handicap Entertainment Studio. Nous sommes de retour dans cette émission sur ce plateau de Handicap Entertainment Studio. Dans l'émission Faire face, c'est bien de comprendre un peu ces textes. Parfois, l'interprétation de ces textes, c'est un peu compliqué quand tu n'es pas juriste. Et surtout, nous sommes
dans la phase de la vulgarisation, c'est important que chacun comprenne exactement, pas seulement sur les articles qui parlent de ces personnes en situation de handicap. Je ne sais pas si nous allons continuer avec notre invité ou si nous allons lui poser une à deux dernières questions avant que nous allons le laisser partir et pour continuer sur notre deuxième sujet. Si tu as une question pour l'invité, ou bien je peux enchaîner. M. Barry, aujourd'hui, qu'est-ce qu'en tant que juriste, vous pouvez, quel message, n'est-ce pas, avez-vous à lancer à l'endroit de l'État qui, quand même, est chargé d'élaborer ces textes-là jusqu'à leur mise en application? Et qu'est-ce que vous avez à leur dire concernant les personnes en situation de handicap comme une sorte d'alerte? Bon, merci pour cette question. Ce que je peux dire à l'État, c'est d'abord veiller à ce que ces projets soient adoptés. Voilà. D'abord, la mise en place de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un. Et veiller à ce que le projet-là puisse être adopté. Et quand c'est adopté par l'Assemblée, veiller à ce qu'il y ait une loi spéciale, comme c'est prévu dans le projet, de veiller à ce qu'il y ait une loi spéciale qui viendra expliquer le fonctionnement, l'organisation, hein, en cas de recours, qu'est-ce qu'il faut. Voilà, en tout cas, prévoir tous les mécanismes qu'il faut, mécanismes de protection des personnes en situation de handicap. Et voilà, il faut que la future Assemblée veille à ce que le projet-là puisse être validé, adopté à l'unanimité et promulgué par le pouvoir exécutif. Donc, et quand c'est promulgué par le pouvoir exécutif, ce que je demande aussi à l'État, l'État a pris un engagement vis-à-vis de ses citoyens. Donc, ces engagements-là doivent être respectés. Les engagements doivent être respectés et j'appelle l'État à respecter ces engagements vis-à-vis des personnes en situation de handicap et vis-à-vis aussi des de sa population, des autres citoyens aussi. Donc, parce que là, s'il y a un État qui respecte ses engagements, je pense que aucun citoyen n'allait souffrir dans ce monde. Donc, je demande à ce que l'État, et surtout aussi à ce que les parquetiers, les procureurs s'impliquent davantage, parce qu'en République de Guinée, de plus en plus, les personnes en situation de handicap sont beaucoup victimes de discrimination. On ne recrute pas des personnes en situation de handicap parce que la personne est handicapée. Voilà. On ne donne pas, on ne confie pas certaines tâches aux personnes en situation de handicap, malgré que ces tâches-là peuvent être accomplies par les personnes en situation de handicap. Donc, il faut quand même des mesures aussi de répression. Des mesures de répression pour sanctionner quiconque qui va faillir à ces lois-là. Donc, Marie, je pense que c'est une réalité que vous êtes en train de dénoncer là, pour dire vraiment que la discrimination, elle commence même au sommet de l'État. Oui, bien sûr. Effectivement. Bien sûr. Et c'est ce qui m'envoie à vous poser cette question. Ces droits sont-ils contraignants ou simplement déclaratifs quand nous regardons ces droits de ces personnes en situation de handicap? Bon, en fait, le réseau, hein, c'est pas... Aujourd'hui même, je sais pas, même le live ne passe pas directement sur... Vous m'entendez? Oui, maintenant ça va. Vous m'entendez maintenant? Oui, allez-y. Okay. Vous avez posé la question. Voilà. Vous reprenez la question, s'il vous plaît. Je demandais si ces droits sont-ils contraignants ou simplement déclaratifs? Parce que voilà, là, à voir tout cela, est-ce que c'est contraignant ou c'est juste des déclarations que nous... Bon, il y a à ce niveau aussi, il faut lever la nuance. C'est qu'il y a des lois
déclaratives et il y a aussi lois contraignantes. Ok. Si nous prenons la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est une déclaration. Ok. Donc, c'est prévu. Mais en cas de manquement, est-ce qu'il y a des sanctions qui sont prévues? Non. Non. Les sanctions ne sont pas prévues par la Mhm. déclaration. Ça vient dire que ça doit être respecté, ça doit être fait, ça doit être fait, ça doit être fait. Mais si ce n'est pas fait, est-ce qu'il y a des sanctions? Non. Non. Maintenant, c'est pour cela que je vous dis que s'il y a une loi, par exemple, spéciale, hein, dans cette loi qui va protéger éventuellement des personnes en situation de handicap, si dans cette loi on prévoit des sanctions, hein, de discrimination vis-à-vis des personnes en situation d'handicap, c'est des sanctions-là, c'est dans ce sens maintenant on dit qu'il y a les lois contraignantes. Ou bien si nous prenons, je pense bien même dans le code pénal, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer, sinon même dans le code pénal, il y a des dispositions qui font cas, qui répriment. Il y a des dispositions, si vous voulez, après je peux faire une recherche par rapport à ça dans le code pénal. Sinon, il y a des dispositions aussi dans le code pénal et qui déjà répriment certains comportements vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Pas que ça, il y a même des personnes vulnérables. Donc, quand on dit personnes même vulnérables, déjà, ça englobe déjà même aussi la totalité. Ou bien, le troisième âge. Voilà, troisième âge, des personnes en situation de grossesse, les mineurs, par exemple, même les personnes handicapées. Maintenant, donc, en regardant, M. Barry, les textes que nous avons en ce moment qui sont prévus dans cette constitution concernant les personnes handicapées, je crois ici elles sont contraignantes ou bien, n'est-ce pas? Ou bien elles sont déclaratives? La Constitution? Non. Oui, dans la Constitution, est-ce qu'ils doivent, il y a la place des lois qui doivent être, qui sont déclaratives? Est-ce que c'est possible? C'est pour cela que je vous ai dit que la Constitution prévoit des dispositions générales. Vous comprenez? Mais en ce qui concerne la sanction, ça renvoie aux différentes lois, que ce soit des lois ordinaires ou des lois organiques. Vous comprenez? Donc, c'est une loi spécifique qui viendra maintenant déterminer tel comportement sera réprimé comme une sanction. Vous comprenez? Donc, pour le moment, ce que nous devons d'abord savoir, qu'il faut d'abord mettre en place d'abord l'Assemblée et que l'Assemblée maintenant va éventuellement chercher à avoir une loi spéciale qui protège des personnes en situation de handicap. Et là, maintenant, l'État sera maintenant tenu. Et les personnes aussi, les citoyens seront aussi tenus de la dite loi. Parce qu'il y aura des sanctions qui seront prévues dans la dite loi. Il y aura des sanctions, bien entendu. Et il y aura même des sanctions de droit commun que je vous ai dit. Il y a des sanctions de droit commun aussi qui sont prévues par le code pénal. Donc, il ne faut pas oublier aussi cela. Vas-y, Sal. Et alors, ce que je voulais aussi ajouter ici, un peu, s'il vous plaît. Oui. Des personnes même qui sont qualifiées de personnes vulnérables dans le code pénal, il y a même une circonstance aggravante à leur égard. C'est-à-dire, si c'est une personne en situation de handicap qui est victime, si vous devez prendre par exemple 10 ans, la loi dit d'augmenter la peine. Si la personne est handicapée, par exemple, si c'est l'handicapé, c'est une personne en situation de handicap qui est victime, à supposer. La loi dit d'aggraver. Que cela constitue comme une circonstance aggravante de la peine. Vous comprenez? Donc, ça, c'est ce que je voulais aussi ajouter. Merci, M. Barry Chérif. Vas-y, Sam. Moi, je pense que l'essentiel, on a parcouru l'essentiel avec notre invité. Il ne nous reste plus qu'à le laisser partir et faire une analyse des conclusions et voilà. Ok, il n'y a pas de souci. C'est clair, nous avons presque posé assez de questions. Monsieur Barry, peut-être cette dernière question. Quelles garanties concrètes sont prévues pour assurer la mise en œuvre de ces droits? Est-ce qu'à ce niveau, ou bien il faut encore attendre jusqu'à ce que la Constitution passe, après le référendum, après nous allons revenir sur les lois organiques qui seraient encore rédigées et votées à l'Assemblée?
Est-ce que c'est en ce moment qu'on peut parler de garantie? Voilà, effectivement, c'est en ce moment. Pour le moment, on ne fait que parler du projet. On parle du projet de constitution de la République de Guinée. Mais pour que ce projet-là puisse être valable, pour que ce projet-là puisse être adopté, il faut qu'il y ait d'abord l'Assemblée nationale. Et pour le moment, on n'en a pas. C'est le CNT qui est là. Donc, il faut d'abord mettre en place l'Assemblée qui va valider le projet. Et une fois que le projet est validé, et ensuite, comme je vous ai tantôt rappelé au début, et ensuite, il faut maintenant mettre en place des lois spéciales qui vont être validées aussi par l'Assemblée, adoptées bien entendu par l'Assemblée. Et quand c'est adopté par l'Assemblée, maintenant, il faut que maintenant, ce que je peux dire maintenant, je demanderai maintenant à ce que l'État, le pouvoir exécutif, à ce qu'il veille à l'application stricte de ces différentes lois qui protègent des personnes en situation d'handicap. Il n'y a pas de souci. Donc, la Merci. garantie, il faut valider. Vraiment, merci, Monsieur Abdoulaye Chérif Barry. Je ne sais pas s'il y a une question que vous voulez répondre ou bien vous avez apporté quelque chose que vous voulez ajouter et nous n'avons pas posé cette question. Ou quel est votre mot de la fin pour qu'on vous laisse partir? Bon, le mot de fin que j'ai pour dire ici, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas lues. Il y a beaucoup de choses. Si nous prenons, je vous ai dit, la Convention internationale relative aux droits des personnes en situation de handicap, la Convention, là, je pense que, ne serait-ce que cette Convention, la situation des personnes en situation de handicap devrait être réglée. Parce que même la mobilité, le transport, tout ce qui est les moyens de déplacement, le logement, la santé, la situation matrimoniale, tout ce qui est prévu en ce qui concerne, tout est prévu par la Convention internationale, tout est prévu. Donc, ne serait-ce que cette convention, si on arrive à appliquer les dispositions de cette convention, je pense que la question serait réglée. Carrément, la situation des personnes en situation de handicap serait totalement ou bien en grande partie résolue. Donc, j'en appelle l'État à ce qu'il veille, à ce que surtout la convention puisse être respectée en son sens stricto sensus. Ok. Il n'y a pas de souci. Merci, franchement, merci, M. Barry Abdoulaye Chérif. C'est à moi de vous remercier. C'est vraiment un plaisir de partager avec vous ce plateau et ce sujet que vous nous avez aidé à décortiquer. Sal, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire avant qu'on nous laisse, M. Barry. Non, merci, M. Barry. On espère vous regagner dans un autre numéro. Okay. Merci, M. Sal. Merci beaucoup. Au plaisir d'échanger avec vous. Ok, merci. Je salue tout le monde. Merci. Ok, on espère vous reprendre une autre fois, Inch'Allah. Bye. Yeah. Ok, Sal, on revient. Continuons. Je ne crois pas qu'on peut commencer le deuxième sujet parce qu'il y a un souci technique. Hein. Yeah. Les internautes, ça passe pas. Je ne sais pas c'est quoi, les internautes n'arrivent pas à nous suivre. C'est pas, j'ai essayé ici pour résoudre, je ne sais pas quel est le problème, mais on peut laisser ce sujet pour une autre fois. Mais avant qu'on se quitte ici, essayons de revenir un peu et faire un peu d'analyse sur les réponses ou l'analyse de notre invité sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut conclure dans tout ça, ou bien qu'est-ce qu'on peut d'abord, avant de conclure, hein, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans tous ces détails des lois? Parfois, comme je disais, c'est pas facile d'interpréter quand on n'est pas de la matière, mais parfois c'est aussi important. C'est la raison pour laquelle même l'État nous parle de la vulgarisation et quelque chose qui ne se fait pas bien sur le terrain, moi, selon mes remarques, ça ne se fait pas bien parce qu'ils regroupent des gens et ils font de la campagne au lieu de
faire passer le message de la Constitution. C'est carrément autre chose qu'ils font. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ces analyses et les réponses de notre invité ce soir? Bon, on peut comprendre dans ce qu'il nous a dit que il y a quand même dans nos textes, bien sûr, des articles, des dispositions qui parlent et qui reconnaissent les droits des personnes en situation de handicap, sauf qu'il y a un petit souci, un grand souci dans le cadre de l'application de ces lois, de ces textes, et ce qui ne date pas d'aujourd'hui, parce que vous avez rappelé à l'entente de l'émission que même au temps de Condé, jusqu'à nos jours, on peine toujours, n'est-ce pas, à faire de la place aux personnes en situation de handicap, que ce soit au sein de l'État, au sein de l'administration, dans la société. Tout ça, la personne vivant avec handicap, n'est-ce pas, peine à trouver sa place. Et ça, c'est extrêmement déplorable. Ça montre combien de fois c'est une question qui est complexe, en tout cas à résoudre, très difficile à résoudre, parce que surtout, ce qui rend cela beaucoup plus complexe, c'est le fait que la volonté n'y est pas de part et d'autre, que ce soit dans la société, que ce soit au niveau de l'État. Et je pense que tout ça, on prend l'exemple, la société prend l'exemple sur l'État. Si l'État, n'est-ce pas, veiller à l'application stricte des lois qu'il prévoit pour la protection, la défense des droits des personnes en situation de handicap, je pense qu'aucun citoyen n'aurait eu la possibilité de se soustraire, n'est-ce pas, à ces lois-là, de ces lois. Mais le problème, ça commence là d'abord. Ça commence là d'abord. Ce qui m'amène, n'est-ce pas, à partager ceci avec vous, un constat que je fais. Quand vous regardez, par exemple, l'article 27 de ce projet de nouvelle constitution, on dit que les personnes en situation de handicap ont droit au bien-être. L'État garantit l'accès des personnes en situation de handicap à la formation, aux infrastructures à usage public et au moins des transports publics. Quand vous regardez ces paragraphes, vous vous dites, attention, est-ce que l'État ne s'est pas transformé en un acteur comédien? Parce que dans la mesure où, et comme je le disais tantôt, tout commence chez lui. Ouais. La violation de ce droit-là, on le constate d'abord au niveau de l'État lui-même, avant de venir vers la société. Ça, c'est clair. Pourquoi je le disais tantôt, ce n'est pas tellement, on ne peut pas tellement en vouloir à la société, quelque part. Quelque part, peut-être du point de vue humanisme, on peut lui en vouloir, mais quand on regarde vraiment la logique, c'est que l'État devait être un exemple dans ce sens-là. Ouais. Comme on le dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Exemple sale, le Premier ministre a mis la rampe à la primature. Il a demandé aux autres ministres et des autres ministères de faire la même chose. Personne n'a levé le petit doigt. Non, mais ça aussi, je peux vous dire qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de suivi. Tout ça, encore une fois, ça dénote un manque de volonté. Et le côté aussi du transport, ils ont apporté près de 300 bus, mais quand j'ai vu ces bus sur les réseaux, ces bus-là ne sont pas adaptés pour les personnes en situation de handicap. Non, pas du tout. Je voulais y venir même. Ce que je dis, c'est que le fait que le Premier ministre, au niveau de son ministère, et des ascenseurs et des rampes pour faciliter l'accès aux personnes en situation de handicap, ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens si les autres départements ne font pas autant. Ça n'a plus aucun sens parce que ce n'est pas tout le temps, on n'a pas tout le temps, si vous voulez, des raisons qui nous conduisent, n'est-ce pas, à aller à ce ministère-là. Avoir
un ascenseur ou bien une rampe au niveau du ministère, du département du Premier ministre, ça ne veut pas dire que les autres en ont. Ouais. Ça ne veut pas dire quand on va dans un autre établissement qui n'est pas adapté, que le fait que le Premier ministre en ait chez lui peut résoudre le problème de l'autre côté. Pas du tout. Et pourtant, il pouvait poursuivre, n'est-ce pas, exiger à ce que les autres départements ministériels, n'est-ce pas, fassent comme il l'a demandé. Parce qu'on ne peut pas dire comme il a exigé. Si c'était une exigence, on aurait déjà assisté à la mise en place, n'est-ce pas, de ces accès-là pour ces personnes en situation de handicap. Mais ce qui est très important, c'est-à-dire l'État doit quand même, en tant que premier garant, premier responsable, qui doit veiller surtout, défendre tous les citoyens au même pied d'égalité, devait quand même arrêter de jouer avec certains groupes de personnes. Ouais. L'État doit arrêter de jouer avec toute la population, mais surtout avec d'autres groupes de personnes, d'autres couches sociales, comme les étudiants, comme les personnes en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap, ce sont des gens très fragiles, très sensibles. Très sensibles. Mais si l'État qui doit voler au secours de ces personnes-là, qui doit garantir le bien-être, défendre les droits de ces gens-là, se transforme en un acteur comédien, ça devient autre chose. Au lieu d'apaiser, n'est-ce pas, le cœur de ces gens-là, ça devient encore beaucoup plus inquiétant. C'est très inquiétant. Beaucoup plus inquiétant. Ça, c'est très déplorable. Et malheureusement, c'est ce que nous assistons. Sinon, regardez tout ce qu'on nous dit à travers ce passage que je viens de lire tout à l'heure. Regardez, comme l'a mentionné tout à l'heure notre invité, au niveau de l'État. Avec la convention, seulement avec cette convention, c'est qu'il a dit, je suis carrément d'accord avec lui. Seulement avec la convention, 90% des problèmes de situation de handicap sont résolus. Maintenant, regardez, au niveau de l'État, on ne voit presque pas de personnes en situation de handicap. Ceux qui sont là-bas, on sait que c'est juste une façon de voiler. Voilà, c'est une sorte de décoration. Et, regarde, vous ne voyez pas une personne en situation de handicap qui prend des décisions, qui participe à la prise de vraies décisions. Non, pas du tout. Vous ne voyez dans aucun département. Ceux qui sont là, on ne les voit même pas. On ne le voit même pas. C'est juste si on a des informations que dans tel département, il y a une personne en situation de handicap. Sinon, on ne le voit même pas. On ne sent même pas qu'elles sont là, qu'elles font quelque chose. Réellement, parce qu'elles n'ont aucun pouvoir, en fait. C'est ça le problème, ça. Là. Et personne ne joue son rôle, que ce soit ces associations, que ce soit ces fêtières, ces ONG, que ce soit l'État. Personne ne joue son rôle. C'est comme s'ils ignoraient leur rôle. C'est ça le problème. Et pourtant, d'autres, eux qui se sont autoproclamés ou bien qui se sont imposés pour être là. Par exemple, la fédération, par exemple, les ONG, les associations. C'est eux qui ont choisi de créer des associations. C'est eux qui ont choisi de créer ces associations. Tu vois? Maintenant, exemple, l'association-là est l'ONG qui a tendu la main et a proposé la solution au problème de Almami, par exemple. Moi, j'aurais souhaité que cela venait d'une association ou d'une ONG de ces personnes en situation de handicap. Par exemple, nous prenons le cas de M. Maka, par exemple. Lui, il dit qu'il résout tous les problèmes des élèves et étudiants, des personnes en situation de handicap. Mais je n'ai jamais vu où il a fait un tel cas. Tu vois? Et pourtant, chaque année, il y a des handicapés qui disent combien de fois ils ont des problèmes pour étudier. Combien de fois ils ont des problèmes quand ils ont leur baccalauréat. Combien de fois ça finit par sale. Donc, c'est pour dire que la comédie, elle est grande. Quand vous voyez l'État parle de l'accès à la formation aux personnes en situation de handicap, on se pose bien la question, quel est l'exemple que l'État a donné dans ce sens-là?
Dans le secteur éducatif, quel est l'exemple que l'État a donné Pas dans ce sens? d'exemple. Pas même des écoles pour des personnes en situation de handicap. Même si, quelque part, on dit il faut toujours mettre les personnes en situation de handicap et ceux qui ne le sont pas ensemble dans les mêmes écoles. Mais quand même, quels sont les gestes de l'État dans ce sens-là spécifiquement? Il n'y a pas de geste. Sur le plan sanitaire, qu'est-ce qui est fait pour les personnes handicapées? Sur le plan de transport, vous en parliez tout à l'heure, qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là? Parmi 300 bus, il n'y a même pas un seul bus qui est adapté pour les personnes en situation. Comment l'État peut nous parler de l'accès Depuis au temps de Sékou Touré, de feu Sékou Touré, jusqu'à nos jours, l'école de Bolobiné pour les sourds et muets est toujours l'école primaire. Pas de collège, pas de lycée. Et on nous parle d'avancement. Où est-ce qu'on va? Chaque année, quand il y a un nouveau ministre, il prend une délégation pour aller distribuer des cahiers, des règles, des crayons, des gommes. C'est fini. À des lieux où ça ne vaut même pas la peine. Tu vois? À des lieux surtout où ça ne vaut même pas la peine. On laisse les nécessités crever dans leurs besoins. Yeah. Mais on ne s'occupe pas d'eux. On part là où on nous acclame juste pour s'afficher devant des caméras et parler dans des micros. C'est bien que ça. Moi, je pense que pour finir, si vraiment on veut donner du sens à ces textes-là qui sont prévus, encore une fois, ne serait-ce qu'une fois, une tentative pour aller vers une sorte d'avancement, l'État vraiment doit arrêter sa comédie. Vraiment, carrément. Prendre les personnes en situation de handicap très au sérieux. Très au sérieux, oui. Et les handicapés aussi n'ont qu'à prendre le sérieux aussi. Parce que ceux qui sont et qui représentent ces personnes en situation de handicap, quelque part, demandons nos salles, est-ce que sont-ils sérieux aussi? Ouais. Parce que pour que tu me prends au sérieux, il faut que je sois au sérieux. Ouais. Quelque part aussi, c'est important. Il faut que ceux-ci aussi prennent le sérieux et montrent exactement, ils sont là pour une cause, qu'ils s'imposent dans les peu de postes qu'ils occupent, qu'ils s'imposent, qu'ils se font remarquer positivement. Mais s'ils jouent au béni oui-oui, ils vont croire ce qu'ils ont toujours pensé et que les handicapés, ils valent absolument rien. Ils attendent toujours qu'on les aide et ils sont dans certains lieux, par exemple, au CNT ou autre, et ils attendent toujours qu'on dise « Ok, oui, je suis d'accord avec ça. » Pas de proposition, pas de suggestion, pas de remarque. Aujourd'hui, nous avons pas mal de personnes qui sont placées dans des postes où ils peuvent marquer leur... et se démarquer. Par exemple, au CNT. Par exemple, la conseillère, Mali. Tu vois, sans parler... Tout bouge là-bas, tous les domaines bougent là-bas, sauf le domaine des personnes en situation. Tu vois. Et puis, même la dernière fois, où ils doivent prendre la parole, elles ne prennent pas la parole. La dernière fois, je suivis Mamadou Tok, l'honorable Mamadou Tok, qui parlait un peu de ce qui va avec les avancées, les avancées prévues dans le cadre culturel, dans le domaine culturel. Ouais. Mais pour les personnes en situation de handicap. Quelle sorte nous dire? On ne voit absolument rien, que des promesses. Que des promesses sales. Nous n'avons pas fini d'en parler ou d'énumérer les maux de cette société, les maux de cette communauté. Ça finira pas dans une seule émission sale. Et c'est le moment de fermer portes et fenêtres au compte de ce numéro de cette émission, dans l'intention de revenir à nos internautes, Inch'Allah, la semaine à venir, Inch'Allah. Donc, on n'a pas parti au mot de la fin parce que tout a été dit presque, à moins que si tu as quelque chose à ajouter avant qu'on se dise au revoir. C'est décevant, merci. Et on espère retrouver nos téléspectateurs la semaine prochaine. Inch'Allah. Merci. Merci.